Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui une vidéo sur le thème de l'empathie. Alors j'ai entendu parler de l'empathie il y a bien longtemps lorsque je faisais des études commerciales. Et à l'époque j'avais compris que ça consistait simplement à répéter comme un singe savant ce que la personne en face de moi venait de dire. Et puis j'ai fait une formation de coaching où nous avons aussi abordé la notion d'empathie. Et je trouvais que la manière de fonctionner était très proche, si ce n'est que peut-être nous rajoutions quelques questions pour mieux comprendre l'autre. Et il a fallu que j'attende la communication non violente et la découverte du fonctionnement du cerveau, que je vous ai présenté dans une vidéo passée, pour mieux comprendre ce qu'est l'empathie et comment l'empathie fonctionne, où est-ce qu'elle nous touche. Je vais partir pour définir l'empathie de l'étymologie du mot empathie. Et certains ne seront peut-être pas d'accord avec la définition que je vais donner de cette étymologie-là, puisque sur mon parcours j'ai croisé différentes manières de le présenter. Je vais retenir celle qui a du sens pour moi, l'important n'étant pas pour moi la provenance proprement dit, mais comment cela va nous amener à mieux comprendre ce qu'est l'empathie. Dans empathie, il y a la racine pathie qui vient du grec pathos, qui veut dire souffrir, ressentir. Ça veut dire déjà que l'empathie se situe au niveau du cerveau émotionnel. Ça veut dire que si je répète ce que l'autre vient de me dire et que je répète ses pensées, je fais une reformulation et cela peut être très intéressant pour vérifier que nous nous comprenons bien, mais ce n'est pas de l'empathie. La racine en veut dire avec. Donc pour moi l'empathie c'est ressentir, souffrir avec. Si je vais un peu plus loin, pour moi l'empathie ça va être porter mon attention sur les sentiments et les besoins de l'autre quand je fais de l'empathie, de moi quand je fais de l'auto-empathie. Ça veut dire que dans un premier temps, l'empathie, ça peut être silencieux. Et puis, parfois, je vais avoir envie de vérifier que ce que je perçois de ce que l'autre vit, c'est bien ça qu'il vit. Et là, je vais reformuler, je vais faire une reformulation particulière que nous appelons un reflet empathique. Je vais mettre en mots, sous la forme de questionnement, ce que je perçois de ce que l'autre vit. Est-ce que tu te sens triste? Est-ce que tu te sens en colère? Est-ce que tu as un besoin de respect, de reconnaissance? Jusqu'à ce que l'autre me dise oui. Parce que même si je peux percevoir ce que l'autre vit, je n'en aurai la certitude que lorsqu'il me l'aura validé lui-même. Parfois, c'est l'autre qui va nous demander de l'empathie. Alors, assez rarement, il va vous dire « j'aurai un besoin d'empathie », sauf s'il a suivi des formations en communication consciente ou non violente. Plus souvent, la personne va vous dire « tu comprends ce que je vis ?» Et l'invitation, ça va être de lui reformuler ce que vous percevez, de comment elle se sent, de quels sont ses besoins. Selon le même protocole que ce que nous avons vu sur les vidéos précédentes. La posture de l'empathie, Marshall Rosenberg l'a comparée à la posture du surfeur. Le surfeur va avec la vague, il ne choisit pas où la vague va. S'il est en avance sur la vague, il tombe, s'il est en retard sur la vague, il la perd. Être en empathie avec quelqu'un ou avec soi-même, c'est aller là où le vivant va. Nous n'allons pas choisir de quoi l'autre va nous parler, nous n'allons pas choisir les émotions qui vont éclore chez nous. Si je suis en empathie, je vais simplement suivre, pas à pas, là où le vivant, chez l'autre ou chez moi, va. Et Marshall Rosenberg disait qu'il y a deux choses qui vont nous compliquer la vie si nous voulons donner de l'empathie. Il dit que la première, c'est si nous sommes psychologues ou thérapeutes. Alors, je suppose que c'est une forme de boutade pour lui, puisqu'il était docteur en psychologie. Ce qu'il veut dire par là, c'est que si je suis formé à porter des diagnostics sur l'autre, je suis plus dans le fonctionnement mental et moins dans un fonctionnement émotionnel. Donc j'aurai peut-être plus de difficultés à écouter ce qui est vivant chez l'autre ici, maintenant. Et j'irai par expérience, par mon travail, je peux confirmer que les personnes sur lesquelles certains ont posé des diagnostics psychiques fonctionnent comme nous, au sens qu'elles observent des choses, elles ont des sentiments, des besoins et des demandes explicites ou implicites. L'autre fin que relevait Marshall Rosenberg, c'est si je connais la personne. Parce que si je connais la personne, j'aurais tendance à ramener des choses du passé. Et j'aurais du mal à rester simplement dans le présent.
Et ceci est pour moi l'occasion de tordre le cou à deux illusions que j'entends régulièrement lorsque j'aborde en formation ou dans d'autres domaines le thème de l'empathie. C'est les personnes qui me disent « mais je ne peux pas savoir ce que tu vis puisque je ne l'ai pas vécu ». Une autre personne qui me disait « mais moi je vis avec cette personne-là depuis 15 ans, toi tu ne la connais que depuis 2 heures ». Cela sous-entendrait que pour pouvoir être en empathie avec quelqu'un, j'ai besoin d'avoir vécu ce qu'il a vécu. Cela va être très limitant en termes de possibilité d'empathie. Cela voudrait dire aussi qu'il faudrait que je connaisse la personne pour savoir ce qu'elle vit, pour savoir ce qui se passe pour elle. Or, je reçois régulièrement des personnes auxquelles je vais donner de l'empathie et je ne sais pas ce qu'elles ont vécu, je ne connais pas leur histoire, je ne les connais pas personnellement. Mais si je suis attentif, je vais pouvoir, dans l'instant, percevoir de l'information au niveau verbal, non verbal, paraverbal, qui vont me permettre de savoir ce qui se passe pour elle. Et puis, avec le temps, j'ai l'impression que c'est comme si ces perceptions-là s'affinaient et qu'elles ne me demandent plus autant de vigilance pour simplement percevoir ce qui se passe pour l'autre, ici et maintenant. Par ailleurs, en empathie, nous n'allons pas affirmer les choses. Je ne sais pas ce que l'autre vit. Je perçois, je fais des hypothèses, et je vais aller vérifier ces hypothèses par des questions. Est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu as un besoin de respect? Et c'est la validation de l'autre qui va me confirmer que je suis bien avec la vague. Si la personne me dit non, c'est que je ne suis pas avec la vague. Et j'ai simplement à aller chercher, explorer autre chose, jusqu'à rejoindre l'autre là où il est. Une autre confusion que nous pouvons avoir parfois, c'est confondre empathie avec sympathie. Sympathie, c'est souffrir comme. Quand je suis en empathie avec quelqu'un, mon attention est centrée vers l'autre. Quand je suis en sympathie, elle est revenue chez moi. C'est-à-dire que ce que l'autre me partage réveille des besoins, des blessures et ramène mon attention chez moi. Vous avez un autre terme qui se termine par pathie, qui est antipathie. Donc là, c'est à nouveau l'attention est revenue chez moi et ce que l'autre me partage me donne envie d'être plutôt contre lui ou à l'opposé de ce qu'il pense ou de ce qu'il vit ou de ce qui se passe pour lui. J'utilise une métaphore pour expliquer cette distinction entre sympathie, empathie, antipathie. C'est la métaphore du feu de cheminée. Imaginez que vous soyez devant un feu de cheminée. Si vous êtes à une certaine distance du feu de cheminée, vous pouvez percevoir la chaleur et la lumière du feu de cheminée. Mais vous savez bien que ce que vous percevez, ce n'est pas vous. Ce n'est pas votre chaleur et votre lumière. Je dirais que cette distance qui vous sépare du feu, c'est l'empathie. Si maintenant vous êtes en sympathie, vous êtes dans le feu. C'est vous qui brûlez. Ce que vous percevez, c'est votre propre émotion. C'est votre propre vécu. Et puis l'antipathie, c'est je suis tellement loin du feu, donc tellement loin de l'autre, que je ne perçois absolument rien, ni la chaleur, ni la lumière. Donc j'ai du mal à percevoir ce qui se passe pour l'autre. Alors les bénéfices du reflet empathique et de l'empathie sont multiples. Déjà, si je pratique l'empathie silencieuse, j'offre un temps de silence à l'autre qu'il peut mettre à profit pour partager ce qu'il a envie de partager, prendre le temps de sentir ce qui se passe pour lui. Et c'est pour moi presque le plus haut niveau d'écoute que je puisse imaginer entre deux personnes. Une fois, une formatrice m'a demandé, nous a demandé dans le groupe, ce qu'était pour nous l'empathie. Et j'avais du mal, au-delà de la définition théorique que je viens de vous faire, à vraiment dire ce que c'était pour moi, jusqu'à ce que ça devienne comme une illumination. Pour moi, l'empathie, c'est de l'amour. Et c'est de l'amour inconditionnel. Parce que lorsque j'écoute quelqu'un, je n'ai pas besoin d'être d'accord avec lui. Quand je reformule ce que je perçois de ce qu'il vit, je ne dis pas que ce qu'il vit, c'est bien ou c'est mal, c'est normal ou ça ne l'est pas. Je suis juste présent à l'humain qui est en face de moi. Je lui offre toute ma présence et toute mon attention. Cette empathie va me permettre, moi, en tant qu'empatheur, de mieux comprendre ce qui se passe pour l'autre, de mieux percevoir ce qui l'amène à agir. Et par exemple, de comprendre qu'il n'agit pas contre moi, il agit pour satisfaire ses besoins. Et puis je vais aussi permettre à l'autre de mieux comprendre ce qu'il vit. Peut-être qu'il va pouvoir explorer des zones qu'il n'explore pas habituellement. J'ai le souvenir d'un repas entre amis que j'ai eu quelques jours après ma première formation où l'empathie a été abordée. Et maladroitement, j'ai commencé à mettre en place cette empathie en face d'une personne qui me racontait ses difficultés
avec ses enfants et avec son ex-compagnon. Et je n'ai fait que reformuler ce que je percevais de ce qu'elle me racontait. Et au bout de quelques minutes, cette personne s'est arrêtée en me disant « c'est étrange, j'ai l'impression que ce que je te dis là, je ne l'ai jamais dit ». Voilà, comme si elle réalisait qu'elle venait de cheminer à un endroit où elle n'était pas allée d'habitude. L'empathie va aussi nous permettre de sortir du petit vélo, du discours du mental. Elle va nous permettre aussi d'être plus en contact avec ce qui est vivant en nous. Cette empathie va aussi nous permettre d'apaiser nos émotions désagréables. Parce que si je mets des mots sur mes émotions, si je prends conscience de mes émotions, alors mon corps aura moins besoin de les manifester. Et puis, chose très agréable, l'empathie va aussi nous permettre de goûter davantage les émotions agréables. Parce que l'empathie n'est pas réservée aux personnes qui sont en difficulté, l'empathie n'est pas réservée au moment où je vis des difficultés. Je peux aussi prendre plaisir et je gagne vraiment à me connecter lorsque je vis des émotions agréables. Nous confondons l'empathie avec d'autres manières de réagir lorsque quelqu'un nous partage une difficulté. Par exemple, donner de l'empathie, ce n'est pas conseiller quelqu'un, lui dire ce qu'il a à faire, comment il pourrait s'y prendre. Donner de l'empathie, ce n'est pas réconforter quelqu'un. Ce n'est pas lui faire un câlin, ce n'est pas lui dire que tout va aller bien. Donner de l'empathie, ce n'est pas questionner, si ce n'est pour récupérer quelques éléments de compréhension du contexte. Mais ce n'est pas questionner comme nous pourrions le faire dans un processus de coaching classique. Donner de l'empathie, ce n'est pas juger l'autre, encore moins. Ce n'est pas rabaisser l'autre. Ce n'est pas ramener à soi, ah mais il est arrivé la même chose, et raconter son histoire. C'est juste être présent à l'autre, là où il est à chaque instant de ce qu'il me partage. Qu'est-ce qui peut constituer un frein à l'empathie ? D'abord, probablement de ne pas savoir ce qu'est l'empathie. Je pense que c'est le premier frein que nous pouvons rencontrer. L'autre frein possible, c'est que soit l'autre, soit moi, n'ayons soit pas l'élan pour ça, soit pas le temps pour ça, soit peut-être pas l'énergie pour ça. Et pour moi, un dernier frein à notre capacité à donner de l'empathie, c'est si nous avons nous-mêmes besoin d'en recevoir. Souvent, lorsque nous sommes en tension ou en conflit avec quelqu'un, nous avons nous-mêmes besoin de recevoir de l'empathie, probablement que l'autre aussi. Ce qui veut dire que dans ces situations-là, nous gagnerions-nous probablement à différer le moment d'échange avec l'autre. Et je vous invite à revoir la vidéo qui traite du meilleur moment pour avoir un échange, une régulation avec quelqu'un. Prendre ce temps de recul pour se donner à soi-même de l'empathie, peut-être trouver quelqu'un qui nous en donne, pour ensuite pouvoir revenir, être présent à l'autre et pouvoir porter notre attention sur l'autre. Pour terminer cette vidéo, je voudrais vous partager une citation que Marshall Rosenberg a donnée lors d'une conférence à Nantes en 2003, si je me souviens bien, et qui résume pour moi bien l'esprit de ce qu'est l'empathie. L'empathie, c'est la présence. Une présence pleine vis-à-vis de ce qui est vivant dans la personne à ce moment précis. Et ne rien ramener du passé. Plus on connaît la personne, plus c'est difficile d'être en empathie. Plus vous avez étudié la psychologie, plus il va être difficile de vraiment témoigner de l'empathie. Dans l'empathie, vous ne parlez pas du tout. Vous parlez avec les yeux. C'est votre corps qui parle. Si vous prononcez quelques mots, c'est parce que vous n'êtes pas vraiment sûr d'être avec l'autre. Alors peut-être que vous allez prononcer quelques mots, mais les mots eux-mêmes ne sont pas l'empathie. L'empathie, c'est quand l'autre personne ressent la connexion avec ce qu'il y a de vivant en elle. Je vous souhaite de vivre de merveilleux moments d'empathie donnés et reçus. Je vous souhaite une très belle vie. À très bientôt. Au revoir.